pour mon 18e anniversaire, j'ai discrètement transféré l'intégralité de mon héritage de plusieurs millions de dollars de mes grands-parents vers une fiducie, juste à titre de précaution. Le lendemain matin, mes parents et mon jeune frère. Le lendemain matin de mes 18 ans, je rinçais une tasse à café dans le petit évier de la cuisine lorsque j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier. Ce n'était pas rapide, ni agressif, juste régulier, comme quelqu'un qui savait déjà où il allait. Dehors, l'air était encore froid de la nuit. Le lac derrière le chalet avait cet aspect argenté et fin qu'il prend avant que le soleil ne dépasse complètement la cime des arbres. Quelques assiettes en carton de la fête étaient empilées sur le comptoir, et une vague odeur de fumée du brasero imprégnait encore mon sweat à capuche. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai regardé par la fenêtre avant. Un camion de déménagement remontait l'allée. Derrière lui suivait le SUV de mes parents, puis la voiture de mon frère. Je n'étais pas surprise. C'était ça le plus étrange. Ma poitrine restait calme, comme si mon corps avait déjà accepté que cela allait arriver. Mon père est sorti le premier, souriant comme si c'était un jour férié. Il n'a pas frappé. Il a ouvert le coffre du SUV et en a sorti une épaisse enveloppe Kraft comme si c'était un cadeau. On a tout réglé, a-t-il crié assez fort pour que les déménageurs entendent. Cet endroit est à nous maintenant. Il l'a dit comme on dit une évidence, comme la météo, comme un fait sur lequel tout le monde était déjà d'accord. Les déménageurs sont descendus du camion et ont commencé à se regarder pour attendre les instructions. Ma mère a fait un signe vers le porche comme si elle était venue ici 100 fois. Mon jeune frère, Lucas, se tenait les mains dans les poches, se balançant sur ses talons, scannant déjà le chalet comme s'il choisissait sa chambre. Je suis sorti sur le porche pieds nus, tenant toujours le torchon. « Fais tes valises », a dit mon père, toujours souriant. « On a besoin que tu sois parti d'ici la fin de la journée. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je l'ai juste regardé pointer la porte d'entrée puis le camion de déménagement comme s'il dirigeait la circulation. Et puis j'ai vu l'autre voiture. Une berline sombre garée un peu à l'écart, là où le gravier rencontre l'herbe. Un homme en costume se tenait à côté, calme et immobile. Près de lui se tenait un gendarme, képi sur la tête, dossier en main, attendant comme s'il avait déjà fait ça auparavant. Personne dans ma famille ne les avait encore remarqués. Ils étaient trop occupés à dire aux déménageurs quoi soulever en premier. Je suis resté sur le porche, silencieuse, et j'ai laissé ce moment s'étirer. Parce que la veille au soir, pendant que tout le monde riait et mangeait du gâteau dans le salon, je m'étais éclipsé moins de 2 minutes pour appuyer sur un bouton de mon téléphone. Justin. Et maintenant, il y avait un gendarme dans mon allée. J'ai gardé un visage neutre et j'ai descendu les marches du porche lentement, comme si j'avais tout le temps du monde. Je devrais probablement revenir un peu en arrière. Quand j'avais 14 ans, une lettre est arrivée à notre maison à Lyon. Le genre de lettre qui semblait plus lourde que du papier quand je la tenais. C'était une offre de bourse pour un lycée privé réputé à l'autre bout de la ville. Scolarité complète, basée sur le mérite, le genre de programme qui change ce qu'un gamin peut faire de sa vie. Je me souviens être rentré après l'école, mon sac à dos glissant d'une épaule, et avoir trouvé ma mère à la table de la cuisine avec son téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule. Elle écrivait une liste de courses et écoutait à moitié quelqu'un sur haut-parleur. J'ai tenu l'enveloppe en l'air quand même, debout là comme une enfant qui croyait encore qu'une bonne nouvelle arrêterait tout le monde. « Maman », ai-je dit. J'ai été accepté. Ils m'ont donné une bourse complète. Elle y a jeté un coup d'œil et m'a fait un sourire rapide qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est bien, ma chérie », a-t-elle dit, puis elle a détourné la tête pour pouvoir continuer à parler au téléphone. Mon père était dans le salon en train de regarder un match. Le nom de mon frère Lucas revenait toutes les quelques minutes parce qu'il jouait au football au club local et mes parents avaient décidé que c'était la chose la plus importante qui se passait dans notre maison. Papa a regardé par-dessus son épaule et a hoché la tête une fois. « Beau travail », a-t-il dit, puis est retourné immédiatement à son écran. En moins de 10 minutes, la conversation a complètement changé. Lucas s'était battu à l'école cette semaine-là. Rien de grave, juste une bousculade qui a fini en coup de poing. Il avait été suspendu pour quelques jours et toute la maison s'était réorganisée autour de ça. Mes parents ont appelé le principal. Ils ont insisté sur la légitime défense. Ils ont engagé quelqu'un pour l'aider à suivre ses devoirs. Ma mère a fait des biscuits pour ses coéquipiers et les a invités,
comme si la suspension était quelque chose dont il fallait se remettre, comme s'il avait été lésé. Ma lettre de bourse est restée sur le comptoir, non ouverte après que je leur ai montré, comme si elle ne comptait pas assez pour même en lire les détails. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je l'ai ouverte seule à mon bureau. Je l'ai lue 2 fois, puis une 3e fois parce que cela semblait irréel qu'il m'arrive quelque chose de bien qui n'implique l'approbation de personne d'autre. J'ai encadré cette lettre moi-même avec un cadre bon marché d'un magasin de loisirs créatifs et je l'ai accrochée au mur de ma chambre, pas pour attirer l'attention, mais surtout pour ne pas me convaincre plus tard que cela n'était pas arrivé. C'était la première fois que je comprenais quelque chose clairement. Mes victoires étaient attendues. Les problèmes de Lucas étaient traités comme des urgences. La 2e fois que ça m'a frappé, c'était l'année suivante. Lucas avait 15 ans et avait un de ces vélos hors de prix que mes parents lui avaient acheté après une bonne saison. Il roulait dans le quartier avec des amis, frimant un peu, et il a accroché la voiture garée d'un voisin, rayant le côté, bosselant la portière. Assez de dégâts pour qu'une vraie réparation coûte quelques milliers d'euros. J'ai vu cela se produire depuis le jardin de devant. J'ai entendu le métal grincer. J'ai vu son visage pâlir pendant une demi-seconde, puis je l'ai vu se reprendre parce qu'il savait ce qui allait suivre. Mes parents sont venus, se sont excusés et ont fait un chèque sur le champ. Et puis plus tard cette semaine-là, ils l'ont emmené dans un magasin de vélos et lui en ont pris un meilleur. Ils ont dit que c'était une leçon sur la responsabilité. Mais quand j'étais plus jeune et que j'avais renversé un vieux bol en céramique que ma mère gardait de son enfance, j'avais été privé de sortie pendant des semaines. Pas de téléphone, pas d'amis, une longue leçon de morale qui s'était transformée en une conversation sur à quel point j'étais négligente. Lucas n'a rien perdu. Il a gagné quelque chose. C'est là que j'ai arrêté de partager les bonnes nouvelles en temps réel. Pas parce que je voulais de la pitié, mais parce que je ne voulais plus offrir des parties de moi-même à une pièce qui ne voulait pas les recevoir. J'ai appris à être silencieuse, à gérer mes propres sentiments, à planifier dans ma tête sans demander la permission. Et c'est le genre d'enfant auquel mes grands-parents prêtaient attention. Le chalet est entré dans ma vie comme le font habituellement les endroits sûrs, lentement, tranquillement, comme quelque chose dont on ne réalise pas qu'on avait besoin jusqu'à ce qu'on respire déjà différemment. Mes grands-parents, Warren et Evelyn Hérault, vivaient à environ 1h30 de la ville, près du bord d'un lac et d'une étendue de forêt dense dans le Jura. Ce n'était pas un endroit luxueux. C'était solide, construit à la main, entretenu, pratique. Le genre de chalet où tout a une raison d'être et où rien n'est là juste pour faire joli. Les week-ends là-bas donnaient l'impression de sortir du bruit. Le trajet était toujours le même. Les 15 dernières minutes sur une route étroite, les arbres se resserrant, le réseau qui coupait, le gravier sous les pneus, ce petit moment où le toit du chalet apparaît à travers les branches et où vos épaules s'affaissent sans que vous y pensiez. Mon grand-père avait toujours quelque chose à faire. Réparer une section du porche où les planches avaient commencé à ramollir. Rafistoler un endroit sur le toit où la pluie entrait pendant les orages. Remplacer une charnière. Fendre du bois. Nettoyer les gouttières. Il ne me surveillait pas. Il me tendait juste un outil et attendait que je comprenne ce qui venait ensuite. Si je me trompais, il ne me grondait pas. Il me montrait une fois, calme et régulier, puis me laissait essayer à nouveau. Ma grand-mère cuisinait comme si elle nourrissait des gens qu'elle aimait vraiment. Un ragoût qui mijotait tout l'après-midi. Du pain de maïs qui sortait chaud et lourd. Du café qui avait le goût d'avoir été fait 1000 fois dans la même cafetière. La nuit, le chalet était silencieux d'une manière que notre maison ne l'était jamais. On pouvait entendre le lac si le vent était bon. On pouvait entendre le bois craquer. On pouvait s'entendre penser. En vieillissant, j'y passais plus de temps. Au début, c'était pour aider avec de petites choses. Porter les courses, lire le courrier quand la vue de mon grand-père abaissait, les conduire en ville pour des rendez-vous, rester avec eux quand le temps devenait mauvais. Il n'en faisait jamais tout un plat. Il disait juste merci comme si ça comptait, et c'était le cas. Une nuit, tard à l'automne, mon grand-père était assis dans son fauteuil près de la cheminée. Le feu était bas. Ma grand-mère était allée se coucher tôt. Il a fixé les flammes pendant un long moment avant de parler. « Ton père » a-t-il dit sans colère dans la voix. « Il ne gère pas bien l'argent. » Il ne l'a pas dit comme une plainte, plus comme une observation. « Et ton oncle » a-t-il ajouté, parlant du frère aîné de mon père. « Il court toujours après la prochaine affaire,
toujours sûr que le prochain coup réparera le précédent. Il a fait une pause, puis m'a regardé comme s'il mesurait quelque chose. « Tu es stable » a-t-il dit. « Tu finis ce que tu commences. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté. Puis il a dit, « Cet endroit te reviendra. » Tout. Le chalet, le terrain, les comptes. C'est décidé. Il n'a pas demandé ce que j'en pensais. Il n'a pas fait de discours. Il l'a juste énoncé comme s'il mettait quelque chose entre de bonnes mains. Je me souviens du poids de ce moment plus que des mots parce que ce n'était pas juste une propriété. C'était de la confiance. Quand ils sont tous les deux décédés à 1 an d'intervalle, cela n'a pas semblé dramatique. Cela ressemblait au monde qui changeait tranquillement sans demander si j'étais prête. Le testament a été lu dans le bureau d'un avocat au centre-ville. Les documents étaient clairs, précis, aucune confusion. Tout me revenait, pas divisé, pas partagé, pas à la famille, à moi. Après cela, la façon dont ma famille parlait du chalet a changé. Au début, ils ont fait semblant d'être tristes, puis ils ont fait semblant d'être pratiques. Puis ils ont commencé à agir comme si le chalet était un lieu familial, ce qui est une phrase que les gens utilisent quand ils veulent un accès sans responsabilité. Ils ont commencé à venir plus souvent. Mon père venait avec des suggestions d'entretien. Ma mère traversait les pièces et parlait de ce qui devrait être modernisé. Lucas prenait des photos du lac et parlait de la beauté que cela rendrait sur les réseaux sociaux. Mon oncle Rémi arpentait la limite de propriété avec son téléphone à la main, lisant des chiffres d'annonces immobilières, faisant des commentaires sur le prix de vente des endroits voisins. Les conversations dérivaient toujours vers le même point. Combien cela valait, à quel point le marché était chaud, à quel point il serait intelligent de vendre. Ils le disaient comme s'ils me protégeaient d'un fardeau. Mais ils n'ont jamais demandé ce que le chalet signifiait pour moi, pas une seule fois. Et au moment où j'ai eu 17 ans, je savais déjà que je devrais le protéger, de la manière dont mes grands-parents l'avaient protégé, calmement, légalement, complètement. L'avocat en qui mes grands-parents avaient confiance s'appelait Maître Daniel Mercier. Son bureau sentait le papier et le vieux café, et tout sur son bureau était empilé soigneusement, comme s'il ne croyait pas au chaos. Quelques semaines avant mon 18e anniversaire, je me suis assise en face de lui et j'ai écouté pendant qu'il m'expliquait à nouveau le plan. Une fiducie familiale irrévocable, ou une structure équivalente de gestion de patrimoine. L'acte du chalet transféré dedans, le terrain inclus, les comptes injectés dedans. Moi comme seul fiduciaire, c'était propre. C'était autorisé. C'était définitif. Il n'a pas essayé de me faire peur, mais il n'a pas adouci les choses non plus. Une fois que vous faites cela, a-t-il dit, votre famille pourrait mal réagir. J'ai hoché la tête parce que je le savais déjà. La nuit avant ma fête d'anniversaire, j'ai à peine dormi. Le chalet était plein de bruits familiers, mais mon esprit ne voulait pas s'apaiser. Je marchais de pièce en pièce, touchant le dossier d'une chaise, le bord d'une table, comme si je vérifiais que tout était encore réel. Le soir suivant, mes parents ont insisté pour qu'on célèbre ça là-haut. Ils ont présenté ça comme un moment en famille. Ils ont apporté de la nourriture, des décorations, un gâteau et beaucoup de bruit. Les gens riaient, les verres s'entrechoquaient. Ma mère insistait pour prendre des photos. Lucas mettait la musique trop fort. Mon père n'arrêtait pas de dire des choses comme « c'est le début de ton avenir ». À un moment donné, je me suis éclipsé comme si j'allais juste aux toilettes. Je suis allé dans le petit couloir, je me suis appuyé contre le mur et j'ai sorti mon téléphone. Maître Mercier m'avait dit que les documents seraient prêts au moment où j'aurais 18 ans. Signature numérique, horodatée, déposée immédiatement. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai appuyé sur confirmer. Puis j'ai remis le téléphone dans ma poche et je suis retourné directement dans le salon comme si de rien n'était. J'ai souri quand quelqu'un m'a regardé. J'ai coupé le gâteau. J'ai dit « merci ». J'ai écouté. Et puis je suis allé me coucher avec le chalet de nouveau calme comme s'il retenait son souffle. Le lendemain matin, j'étais à l'évier en train de rincer une tasse à café quand le camion de déménagement est arrivé. Et maintenant, je me tenais au bord des marches du porche, regardant mon père diriger des étrangers vers les meubles de mes grands-parents comme s'ils les avaient toujours possédés. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas précipité. J'ai juste regardé au-delà de lui vers la berline sombre où Maître Daniel Mercier se tenait avec un dossier dans les mains, attendant à côté d'un gendarme.
Puis je suis descendu du porche et j'ai marché sur l'allée de gravier pour les rejoindre. Et j'ai laissé ma famille continuer à parler quelques secondes de plus avant qu'ils ne réalisent que la journée n'allait pas se passer comme ils l'avaient prévu. Puis j'ai attendu. Daniel et le gendarme se tenaient dans cet espace calme où l'allée s'élargit juste avant que le gravier ne se transforme en terre battue. Daniel m'a fait un petit signe de tête. Rien de dramatique. La posture du gendarme était neutre, les mains détendues près de sa ceinture, les yeux prenant en compte le camion de déménagement, la rampe ouverte, les déménageurs hésitant avec un canapé à moitié orienté vers le porche. Je me suis arrêté à côté d'eux et j'ai gardé ma voix basse. « Bonjour », ai-je dit. Mon père parlait encore, toujours confiant, montrant la table à manger à travers la fenêtre avant comme s'il faisait l'inventaire. « Commencez par les trucs lourds », a-t-il dit à l'équipe. « On triera les petits objets après. » Ma mère sortait déjà des cartons aplatis du SUV. Elle avait un marqueur noir à la main et écrivait des étiquettes comme si elle avait fait ça 100 fois. Cuisine, linge de maison, chambre de Lucas. Lucas se tenait près du camion, souriant à l'un des déménageurs comme s'ils étaient coéquipiers. Daniel n'a pas encore parlé. Il a juste ouvert son dossier et vérifié une page, puis une autre. Cela ressemblait à une routine bien rodée, le genre de calme qu'on a que lorsqu'on sait que ses papiers sont solides. Le gendarme a légèrement déplacé son poids et a attendu. J'ai observé ma famille quelques secondes de plus. C'était comme regarder des gens répéter une pièce de théâtre où ils supposaient que le public applaudirait. Puis Daniel s'est avancé, sans se presser, et a parlé d'un ton clair et égal. « Monsieur Hérault », a-t-il dit. Mon père s'est retourné, agacé au début, comme quelqu'un dont on avait interrompu le programme. « Ouais », a-t-il répondu. « Je peux vous aider ?» Daniel a tendu la main poliment. Les mots ont atterri doucement, mais ils ont changé l'air. Le sourire de mon père s'est crispé. Il a regardé Daniel de haut en bas comme s'il décidait s'il pouvait le renvoyer. « Je ne sais pas qui vous êtes », a dit mon père, « mais nous avons des documents. » Il a tapoté l'épaisse enveloppe dans sa main. Il l'a secouée une fois comme si ce seul mouvement la rendait officielle. Daniel a hoché la tête. « Je suis au courant. C'est pourquoi je suis ici. » Le gendarme a fait un demi-pas en avant, pas agressif, juste présent. Il n'a pas élevé la voix non plus. « Monsieur », a dit le gendarme, « nous allons avoir besoin que tout le monde arrête ce qu'il fait. » L'un des déménageurs s'est figé avec une main encore sur le canapé. Un autre a regardé le chauffeur du camion comme s'il attendait la permission d'arrêter. Toute la scène s'est bloquée d'une manière qui semblait presque mécanique, comme si quelqu'un avait appuyé sur une télécommande. Le marqueur de ma mère a plané au-dessus du carton. Le sourire de Lucas s'est effacé. Mon oncle Rémi, qui tripatouillait les sangles sur la rampe du camion, a levé la tête lentement. « C'est quoi ça, ah ?» demandait ma mère. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait ce tranchant qu'elle utilisait quand elle pensait être lésée. Daniel ne lui a pas répondu tout de suite. Il m'a regardé d'abord, brièvement, juste pour confirmer que j'étais stable. Je l'étais. Puis il s'est tourné vers mon père. « Puis-je voir ce que vous avez apporté ?» a demandé Daniel. Mon père a hésité, puis a tendu l'enveloppe comme s'il remettait une fiche de paie pour prouver un point. Daniel l'a prise et a sorti les papiers soigneusement, les faisant glisser et les feuilletant sur place. Pas de précipitation, pas de froncement de sourcils, juste de la lecture. Mon oncle Rémi s'est approché, les mains sur les hanches. « C'est un malentendu », a dit Rémi rapidement. « Nous sommes la famille. Nous arrangeons juste ce qui était censé se passer. » Daniel a continué à lire. Les yeux de Lucas restaient sur le gendarme, pas sur Daniel. Le gendarme était réel d'une manière que la paperasse ne l'était pas, et Lucas le comprenait instinctivement. Son pied tapait contre le gravier, un petit mouvement nerveux qu'il ne remarquait probablement pas lui-même. Mon père s'est raclé la gorge, essayant de reprendre le contrôle. « Le chalet nous appartient », a-t-il dit. C'était toujours censé être un lieu familial. On rend juste ça officiel. Elle a 18 ans. Elle ne comprend pas ces choses-là. Il a fait un geste vers moi avec le dédain désinvolte que j'avais entendu toute ma vie. Daniel a levé les yeux. Elle le comprend, a-t-il dit, le ton inchangé. C'est pour ça que la fiducie existe. Le visage de ma mère a changé, un petit sourire crispé qui ne correspondait pas à ses yeux. Quelle fiducie,
a-t-elle demandé. Daniel a glissé une feuille du milieu de la pile dans le paquet de mon père. Ce document, a-t-il dit, n'est pas valide. Il l'a tenu de manière à ce que mon père puisse voir clairement. Mon père s'est penché, plissant les yeux comme s'il pouvait changer les mots en les fixant assez fort. Daniel est passé à la page suivante. Celle-ci n'est pas valide non plus. Il en a tourné une autre. Et celle-ci contient un tampon de notaire non autorisé. La mâchoire de Rémi s'est serrée. Il a fait ce truc où il rit une fois brièvement comme s'il était sur le point de balayer l'argument. Allez, a dit Rémi. On a utilisé un service de notaire en ligne. Ça se fait maintenant. Daniel a hoché la tête comme s'il avait entendu exactement cette phrase auparavant. L'identifiant du notaire indiqué ici ne correspond à aucun office actif enregistré, a dit Daniel. Et les signatures attribuées au propriétaire original ne sont pas cohérentes avec les signatures vérifiées dans nos dossiers. Le visage de mon père s'est un peu vidé de son sang. Pas encore de panique. Plutôt comme le moment avant la panique quand votre corps n'a pas encore compris que vous êtes coincé. Ma mère a tendu la main vers le bras de mon père légèrement comme pour le stabiliser. Lucas a parlé avant que quiconque ne puisse l'arrêter. C'est vrai, a-t-il dit trop vite. Je l'ai vu. J'ai signé aussi. Papa a dit que c'était bon. À la seconde où ces mots sont sortis, il a semblé regretter de ne pas pouvoir les ravaler. La tête de Rémi a claqué vers lui. Lucas, a dit Rémi sèchement, un avertissement dans le ton. Les épaules de Lucas se sont soulevées et sont retombées dans un petit haussement. Il n'essayait pas d'être courageux. Il essayait d'être précis parce que la précision semblait plus sûre que de deviner. Les yeux de Daniel se sont déplacés vers Lucas pendant une demi-seconde, puis sont revenus vers mon père. Qui a déposé ces documents, a demandé Daniel. Mon père a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a essayé à nouveau. Nous l'avons fait, a-t-il dit. En tant que famille, a coupé Rémi. C'était juste des formulaires, a-t-il dit. Rien de criminel. Les gens font ça tout le temps. Le gendarme a finalement parlé à nouveau. Même volume régulier. Tenter de transférer une propriété sans le consentement du propriétaire légal peut être criminel, monsieur, a-t-il dit, surtout lorsque les instruments sont frauduleux. La main de ma mère est allée à sa bouche comme si elle était surprise par sa propre situation. C'est ridicule, a-t-elle dit. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes ses parents. Daniel n'a pas discuté. Il a sorti un autre jeu de papier de son dossier, impeccable, imprimé, soigneusement attaché ensemble. Il a tendu la première page à mon père d'abord, puis une à ma mère, puis une à Rémi. Ceci est le résumé de la fiducie, a-t-il dit. Exécuté légalement, horodaté, enregistré. Le chalet, le terrain et les comptes associés sont détenus par une fiducie irrévocable. La fiduciaire est la seule personne autorisée à prendre des décisions concernant ses actifs. Il a fait une pause. La fiduciaire est Manon. C'était la première fois que ma mère me regardait directement ce matin-là, pas comme un parent, mais comme quelqu'un mesurant ce qu'il pouvait encore obtenir. Les mains de mon père tremblaient légèrement en lisant. Il a essayé de le cacher en serrant la page plus fort. Ça ne peut pas être vrai, a-t-il dit. Elle ne peut pas faire ça sans nous. Le ton de Daniel est resté doux, presque ennuyeux. Elle le peut, a-t-il dit. Elle l'a fait. Le déménageur est resté figé, les yeux bougeant entre le gendarme et ma famille. Le canapé était posé sur le porche en biais, un coin encore enveloppé dans une couverture de déménagement. Cela donnait au chalet l'air d'avoir été surpris en pleine respiration. Rémi s'est avancé, la voix s'élevant juste assez pour montrer l'attention. Alors quoi maintenant, a-t-il demandé. Vous allez juste mettre sa propre famille à la porte? Daniel n'a pas mordu à l'hameçon. Ce qui se passe maintenant, a-t-il dit, c'est que tout le monde arrête de déplacer la propriété immédiatement et nous documentons la tentative de transfert pour qu'il y ait une trace de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le visage de mon père s'est durci à nouveau, cherchant le contrôle comme il le faisait toujours. On peut en parler, a-t-il dit. Pas besoin des forces de l'ordre. On va régler ça en privé. L'expression du gendarme n'a pas changé. Ce n'est plus une situation privée. Il a dit, vous avez amené une équipe de déménagement sur la propriété de quelqu'un d'autre et leur avez ordonné d'enlever des objets. C'est pour ça que je suis là. La voix de ma mère est devenue fluette.
Tu les as appelés, m'a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le lac derrière le chalet juste une seconde. La surface était calme. L'air sentait le pain et l'échappement du camion de déménagement. Puis je l'ai regardé. Je n'ai appelé personne ce matin, ai-je dit calmement. J'ai prévu le coup à l'avance. C'était la première fois que mon père avait l'air vraiment effrayé. Pas de perdre le chalet, mais de perdre le récit. Rémi a essayé à nouveau, plus doucement cette fois, comme s'il changeait de tactique. Manon, a-t-il dit, tu es extrême. C'est la famille. On essaie de t'aider à gérer quelque chose que tu ne comprends pas. J'ai hoché la tête une fois, pas pour approuver, juste pour reconnaître qu'il parlait. Puis j'ai dit, je le comprends. Le gendarme s'est raclé la gorge. Mademoiselle, m'a-t-il dit, voulez-vous qu'on les expulse s'ils ne partent pas volontairement? Ma mère a tressailli au mot comme s'il l'avait frappé physiquement. Expulsé, a-t-elle répété. Du chalet de sa propre famille. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Je n'en avais pas besoin. Daniel s'est légèrement avancé vers moi, toujours silencieux. Il y a une autre pièce que vous devriez connaître, a-t-il dit à mon père en tapotant le bord de son dossier. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter le déménagement d'aujourd'hui. Mon père l'a fixé. Daniel a sorti un deuxième document séparé du résumé de la fiducie. Il avait un en-tête en gras et un sceau du tribunal imprimé en haut. Il ne l'a pas agité. Il ne l'a pas dramatisé. Il l'a simplement tenu comme un fait. Ceci, a dit Daniel, est une notification préparée pour dépôt si nécessaire. Elle souligne la tentative de transfert frauduleux et demande des mesures de protection immédiates. La bouche de Rémi s'est ouverte, puis fermée. Il a reculé d'un pas. Lucas s'est affaissé sur un carton scotché près de la rampe du camion, les coudes sur les genoux, fixant le gravier comme s'il pouvait lui dire quoi faire. La voix de mon père est devenue toute petite sans qu'il le veuille. « Pourquoi ferais-tu ça ?» m'a-t-il demandé. « Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas listé d'exemples. Je n'ai pas défendu mon enfance dans l'allée. J'ai juste dit, parce que je sais comment ça se passe. Puis j'ai regardé Daniel. Dites-moi ce qui se passe ensuite, ai-je dit. Daniel a hoché la tête une fois. Étape par étape, a-t-il dit, et il a ouvert son dossier plus grand. Et c'est là que j'ai laissé la matinée ralentir, parce que les quelques minutes suivantes allaient décider de comment le reste de tout ça allait fonctionner. J'ai mis mon téléphone face contre terre dans ma poche et j'ai écouté. Daniel n'a pas bougé rapidement. Il n'en avait pas besoin. Il tenait son dossier ouvert contre son avant-bras comme un porte-bloc et a regardé le gendarme d'abord. « Gendarme, si cela ne vous dérange pas, a-t-il dit. J'aimerais déclarer officiellement ce à quoi nous répondons. » Le gendarme a hoché la tête et a fait un demi-pas sur le côté, laissant de l'espace à Daniel. Daniel a élevé la voix juste assez pour que tout le monde entende, y compris les déménageurs. Aux alentours de 9h15 ce matin, a-t-il dit, une équipe de déménagement est arrivée sur cette propriété sous la direction de M et Madame Hérault et Monsieur Rémi Hérault avec l'intention déclarée d'enlever des meubles et des biens personnels du chalet. Ils ont présenté des documents prétendant avoir l'autorité de transférer le titre ou le contrôle de la propriété. Il a fait une pause et a regardé mon père. Ma demande, a dit Daniel, est que toute activité cesse immédiatement pendant que nous documentons cela et émettons une notification formelle. Mon père a essayé de l'interrompre. Daniel, a-t-il dit, utilisant le prénom comme si la familiarité pouvait adoucir la situation. On peut gérer ça. On n'a pas besoin que ce soit enregistré. Daniel n'a pas discuté le point. Il a juste continué. Le chalet et le terrain, a-t-il dit, sont détenus par la fiducie familiale Hérault, exécutée et financée hier à 19h43 au moment où la fiduciaire a atteint l'âge légal. La fiduciaire est Manon Hérault. Il a dit mon nom comme si c'était la partie la plus simple de la phrase. Ma mère a émis un son au fond de sa gorge. Moitié incrédulité, moitié colère. C'est insensé, a-t-elle dit. Elle a signé ça à une fête d'anniversaire. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé les déménageurs. Ils ne me fixaient pas comme si j'étais puissante. Ils fixaient le gendarme et le sceau du tribunal et pensaient à leur travail et s'ils allaient être payés. L'un d'eux a doucement posé son dévidoir de scotch sur le pare-choc du camion. Un autre a reculé du Porsche,
les mains ouvertes comme s'il ne voulait pas être impliqué. Daniel a jeté un coup d'œil à l'équipe de déménagement. « Messieurs, a-t-il dit. Vous n'avez pas d'ennui, mais j'ai besoin que vous arrêtiez de déplacer des objets jusqu'à ce que le gendarme vous autorise à partir. » Le chauffeur a hoché la tête rapidement. « Oui, monsieur, a-t-il dit. » C'était le premier basculement. Pas émotionnel, pratique. Tout s'est mis en pause parce qu'une tierce partie avait parlé. Mon père l'a remarqué aussi. Ses yeux se sont plissés alors qu'il regardait l'équipe se désengager de ses instructions. Il détestait perdre le contrôle devant des étrangers. Il s'est retourné vers moi. « Tu as appelé un avocat et un gendarme pour nous, a-t-il dit. » J'ai gardé ma voix égale. « J'ai appelé un avocat il y a des semaines, ai-je dit. Je n'ai appelé personne ce matin. » Ma mère s'est avancée, le marqueur toujours à la main comme un accessoire qu'elle avait oublié de poser. « C'est un malentendu, a-t-elle dit, et son ton a changé pour cette voix plus douce et persuasive qu'elle utilisait avec les professeurs et les voisins. Nous n'essayons pas de prendre quoi que ce soit. Nous essayons de nous assurer qu'elle est protégée. » Daniel a répondu avant moi. « Elle est protégée, a-t-il dit. C'est littéralement ce que fait cette fiducie. » Rémi a ricané. « Et quoi, a-t-il dit. Elle va juste vivre là-haut toute seule, une gamine avec des taxes foncières et des réparations et tout ça. Elle a besoin de nous impliquer. » Daniel a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu l'argument aussi. « C'est une conversation familiale, a-t-il dit. Ce n'est pas une conversation juridique. » Puis il s'est tourné vers le gendarme. « Gendarme, voulez-vous voir les documents de la fiducie et les confirmations d'enregistrement ?» a demandé Daniel. Le gendarme a tendu la main. Daniel a passé un paquet imprimé attaché avec une page de garde. J'ai vu l'horodatage imprimé dans le coin et un numéro de référence en dessous. Daniel avait aussi apporté une feuille séparée, une confirmation du portail d'enregistrement départemental. Une petite chose, mais ça comptait. Le gendarme a baissé les yeux et a lu lentement, puis a levé les yeux vers moi. « Mademoiselle Hérault, a-t-il dit. Vous êtes l'actuelle fiduciaire autorisée et le contrôleur légal de cette propriété. » Oui, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois et a regardé mon père. « Monsieur, a-t-il dit, à ce stade, vous n'avez pas l'autorité pour ordonner l'enlèvement de quoi que ce soit du chalet. » La mâchoire de mon père s'est serrée. « Nous sommes ses parents, a-t-il répété comme si c'était une clé qui devrait ouvrir la porte. La voix du gendarme est restée plate. « Les parents ne l'emportent pas sur le droit de propriété, a-t-il dit. Pas quand le propriétaire est un adulte. » Lucas a émis un petit son depuis le carton où il était assis. Il frottait ses paumes sur son jean, ayant l'air d'essayer d'effacer ce qu'il avait fait. Mon père a regardé Lucas. « Lève-toi, a-t-il claqué, puis s'est repris et s'est adouci. Lucas, viens ici. » Lucas n'a pas bougé tout de suite. Il a jeté un coup d'œil à ma mère, puis à Rémi, puis à moi, comme s'il essayait de comprendre dans quelle version de la réalité se tenir. Daniel l'a remarqué, mais il ne s'est pas adressé directement à Lucas. Il s'est tourné vers mon père et a levé le paquet de documents que mon père avait essayé d'utiliser. « Parlons de ceci, » a dit Daniel. Il a pointé une section. « Cette ligne de signature, » a-t-il dit, prétend être la signature de Warren Hérault. Ce n'est pas le cas. Rémi a ouvert la bouche, mais Daniel a continué sans élever la voix. Le tampon du notaire, a-t-il dit, indique un numéro de commission qui n'existe pas. Le nom du service référencé ici n'est pas enregistré dans l'annuaire national des notaires. Ma mère a cligné des yeux forts. Nous n'avons rien falsifié, a-t-elle dit rapidement. Nous avons utilisé un notaire en ligne. Rémi s'en est occupé. Il a dit que c'était légal. Rémi s'est raidi. Je n'ai rien falsifié, a-t-il dit défensivement. J'ai suivi les instructions. C'était un site web. Daniel a hoché la tête. Je suis sûr que vous avez fait ce que vous croyez être la voie la plus facile, a-t-il dit. Le problème est que la voie que vous avez prise n'est pas valide, et elle bascule dans l'exposition criminelle quand elle est utilisée pour tenter un transfert que vous n'êtes pas autorisé à faire. Le visage de mon père a rougi. Criminel, a-t-il répété, comme si le mot l'offensait plus que l'acte lui-même. Le gendarme a parlé à nouveau, toujours calme. La fraude au titre de propriété est une accusation réelle, a-t-il dit.
Et amener une équipe de déménagement pour enlever des biens d'un endroit que vous ne contrôlez pas peut créer des problèmes supplémentaires. La main de ma mère est allée à sa gorge. C'est humiliant, a-t-elle dit plus bas. Et puis elle m'a regardé comme si j'avais arrangé ça purement pour la punir devant des étrangers. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai regardé Daniel sortir un petit carnet fin de la poche intérieure de sa veste et écrire quelque chose. Pas dramatique, juste de la documentation. Heure, déclaration, qui a dit quoi? Puis il s'est tourné vers moi. Manon, a-t-il dit. Je veux garder ça propre. Si tu veux qu'il quitte la propriété aujourd'hui, on le fait de la manière la plus simple. J'ai hoché la tête. C'est quoi la manière la plus simple, ai-je demandé. La voix de Daniel est restée stable. Étape 1, a-t-il dit, le gendarme donne une instruction claire de partir et de ne rien emporter. Étape 2, nous fournissons une notification écrite indiquant que tout retour sans permission constitue une violation de domicile. Étape 3, nous documentons ce qui s'est déjà passé, y compris les tentatives de documents de transfert, pour qu'il y ait une trace s'ils font escalader les choses plus tard. Il a dit ça comme une liste de contrôle, pas comme une vengeance. J'ai regardé ma famille pendant qu'il parlait. Mon père fixait le résumé de la fiducie, les yeux bougeant vite, essayant de trouver une faille. Ma mère continuait d'avaler sa salive, clignant des yeux comme si elle essayait de ne pas pleurer. Mais l'émotion n'était pas le chagrin. C'était le choc de perdre le contrôle. Les mains de Rémi étaient serrées sur ses côtés. Il ressemblait à quelqu'un dont le plan s'était effondré et qui cherchait un moyen de blâmer quelqu'un d'autre pour ça. Lucas était toujours sur le carton. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air petit. Mon père m'a regardé. Tu as planifié ça, a-t-il dit. Tu nous as piégés. J'ai gardé ma voix égale. Je l'ai protégé, ai-je dit. C'est tout. Ma mère a essayé un autre angle, plus doux encore. Manon, a-t-elle dit, chérie, parle-nous juste. On peut arranger ça. Tu n'as pas besoin d'une fiducie. On peut tous être sur l'acte ensemble. C'est juste. Le regard de Daniel s'est déplacé vers elle, puis est revenu vers moi, attendant de voir si je voulais parler. Je ne voulais pas. Pas encore. Parce que la vérité était que je leur avais déjà parlé pendant des années de 100 petites manières. Ça n'avait jamais rien changé. Je me suis tourné vers le gendarme. Gendarme, ai-je dit, je veux qu'ils arrêtent le déménagement et partent aujourd'hui. Pas d'argument, pas de marchandage. Le gendarme a hoché la tête une fois. Il a fait face à mon père, parlant clairement. Monsieur, a-t-il dit, vous devez donner l'ordre à votre équipe de déménagement d'arrêter et de commencer à remballer. Vous et votre famille devez quitter la propriété. Si vous refusez, vous pourriez être cité pour violation de domicile. Mon père a levé les mains légèrement, paume vers l'extérieur, comme s'il calmait une situation qu'il pensait encore pouvoir gérer. D'accord, a-t-il dit. D'accord, on va partir, mais ce n'est pas fini. Daniel a écrit à nouveau dans son carnet. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. N'écrivez pas ça, lui a-t-elle dit paniquée. Il ne le pensait pas comme ça. Daniel n'a pas levé les yeux. J'écris ce qui a été dit, a-t-il répondu. Rémi s'est rapproché de mon père, baissant la voix, mais j'ai quand même entendu la dureté. Dis-leur juste d'arrêter, a sifflé Rémi. On réglera ça plus tard. Lucas s'est finalement levé. Il m'a regardé une seconde comme s'il voulait parler, puis a détourné le regard. Le déménageur a commencé à reculer vers le camion lentement, les mains prudentes, comme s'il quittait une scène qui pourrait devenir imprévisible. Mon père a appelé le chauffeur, la voix serrée. Arrêtez, a-t-il dit. On a fini. Remballez. Le chauffeur a hoché la tête rapidement, soulagé. Oui, monsieur, a-t-il dit. Un calme étrange s'est installé sur l'allée alors que la rampe était relevée et que les sangles étaient remises en place. Le son des cliquets semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Daniel a tendu au gendarme une notification d'une seule page et le gendarme en a remis des copies à mon père, ma mère et Rémi. Ne revenez pas sans permission, a dit le gendarme. Si vous le faites, un appel sera passé. Ma mère a fixé le papier comme s'il était écrit dans une autre langue. Puis mon père m'a regardé à nouveau, et cette fois sa voix n'était pas en colère. Elle était froide.
Tu crois que tes grands-parents voudraient ça, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé au-delà de lui vers le chalet, le porche, le lac derrière. Et puis j'ai dit la seule chose vraie qui comptait à ce moment-là. Ils ont choisi ça, ai-je dit. Mon père est resté là figé comme s'il voulait discuter, mais la présence du gendarme le contenait. Ma mère secouait la tête lentement. Le visage de Rémi était tendu et pâle. Lucas restait près du camion, silencieux, les yeux au sol. Les voitures ont commencé à faire demi-tour sur le gravier une par une, les pneus crissant, les moteurs vrombissant bas. Et alors qu'ils s'alignaient pour partir, Daniel s'est penché légèrement vers moi et a parlé doucement pour que seul moi puisse entendre. Il y a encore une chose, a-t-il dit. J'ai reçu un email hier soir juste après l'exécution de la fiducie. Il confirme ce que je soupçonnais sur le service de notaire qu'ils ont utilisé. Il a tapoté le dossier. C'est lié à un ensemble plus large de dépôts, pas juste ce chalet. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Daniel n'a pas répondu immédiatement. Il a juste ouvert son dossier à une page imprimée et l'a tenu là où je pouvais voir l'entête. Puis j'ai lu les mots en haut, et mon estomac s'est noué d'une manière qui n'était pas de la peur. C'était de la reconnaissance parce que cela signifiait que cela avait été planifié depuis plus longtemps que je ne le pensais, et cela signifiait que nous n'avions pas fini. Puis j'ai attendu. Quand le dernier véhicule a disparu dans l'allée, l'air a semblé plus léger, comme si les bois avaient repris une pleine respiration. Le camion de déménagement était parti aussi. Le seul son qui restait était le vent du lac poussant à travers les pins et le clic doux du stylo du gendarme alors qu'il finissait ses notes. Daniel est resté à côté de moi près du bord du gravier, dossier coincé sous son bras. Le gendarme a levé les yeux. « Vous voulez me dire ce que vous voulez porter au dossier, mademoiselle ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois. « Oui, ai-je dit. » Juste les faits. C'était le moment où mon esprit a cessé de réagir et a commencé à organiser. Pas émotionnellement, pratiquement. Daniel et moi avons marché quelques pas loin du chalet pour que le gendarme puisse entendre clairement sans que nous ayons à élever la voix. Nous nous sommes tenus près de la vieille clôture en bois où mon grand-père avait l'habitude d'appuyer ses outils. Le gendarme a demandé des noms. Je les ai donnés. Il a demandé ce qu'ils avaient dit en arrivant. Je l'ai répété exactement dans l'ordre où c'est arrivé. Il a demandé s'ils avaient la permission d'enlever des biens. J'ai dit non. Il a demandé s'ils avaient présenté des documents. J'ai dit oui. Il a demandé si des objets avaient été enlevés. J'ai dit non. Et j'ai pointé vers le porche où le canapé était toujours posé en biais, à moitié emballé, intact. Il a hoché la tête et l'a noté. Pas de drame, juste un enregistrement. Quand il a fini, il m'a tendu une carte avec un numéro de dossier écrit dans le coin. S'ils reviennent, a-t-il dit, appelez le numéro ici. N'engagez pas la conversation. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Il a légèrement incliné son képi vers Daniel. Maître, a-t-il dit, puis il est retourné à son véhicule. Alors que sa voiture s'éloignait dans l'allée, Daniel n'a pas bougé tout de suite. Il a attendu que le son ait disparu. Puis il a ouvert son dossier à nouveau et a sorti la page qu'il m'avait montrée, celle qui avait noué mon estomac. C'était une confirmation par email imprimée avec un en-tête d'une plateforme de notaire à distance. Rien d'élaboré, juste assez de structure pour paraître officiel. Daniel a pointé une ligne près du milieu. C'est le journal IP, a-t-il dit doucement. Et c'est l'empreinte de l'appareil. Ça lit la tentative de notarisation au même ordinateur portable qui a déposé les formulaires de transfert. Je l'ai fixé une seconde. Donc, c'est traçable, ai-je dit. Oui, a-t-il répondu. Très. Il a tourné la page suivante. Une capture d'écran d'une file d'attente de dépôt. Il y a eu plusieurs soumissions, a-t-il dit. Pas juste un paquet. Ils ont essayé différentes versions, différentes dates, différents noms. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas seulement à propos du chalet. J'ai gardé ma voix stable. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de déposer d'autre, ai-je demandé. Daniel n'a pas deviné. Il n'a pas spéculé. Il a tapoté la page. Deux choses qui comptent, a-t-il dit. Premièrement, un instrument de type privilège qui obscurcirait le titre de propriété. Deuxièmement, une revendication d'intérêt partagé comme un accord antidaté. Les deux ont été rejetés,
mais les tentatives existent. J'ai senti une clarté froide s'installer. Ils ne se contentaient pas de se présenter avec un camion de déménagement. Ils essayaient de construire une trace écrite qui me ferait me battre pendant des années. J'ai regardé vers le chalet. Les fenêtres reflétaient les arbres et le ciel comme si rien au monde n'avait changé. Puis j'ai regardé Daniel. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a soutenu mon regard et a hoché la tête comme s'il avait attendu cette question exacte. C'est le changement stratégique, a-t-il dit. Pas émotionnel, procédural. Il a fait une pause, puis a parlé lentement, rendant les choses faciles à suivre. Étape 1, a-t-il dit. On verrouille l'accès. Nouvelle serrure aujourd'hui. Code de portail si tu le veux. Pas de double de clé qui traîne. J'ai hoché la tête. Je m'occupe de ça, ai-je dit. Étape 2, a-t-il continué. On notifie le bureau des hypothèques que tout futur instrument lié à cette parcelle nécessite une vérification directe avec mon bureau. Ils peuvent signaler le dossier. Fais ça, ai-je dit. Étape 3, a-t-il dit, on sort un historique complet du titre et on surveille les nouveaux dépôts pendant 30 jours. Si quelque chose tombe, on répond immédiatement. J'ai pris une respiration. Et l'étape 4, ai-je demandé. L'expression de Daniel est restée calme, mais sa voix est devenue plus ferme. Étape 4, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu immédiatement, pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je voulais choisir le bon ordre. J'ai monté les marches du porche et me suis assise sur la plus haute, pieds nus sur le bois, les planches fraîches de l'ombre du matin. Daniel s'est assis une marche plus bas que moi, dossier sur le genou. À l'intérieur du chalet, l'air sentait encore faiblement le gâteau d'anniversaire et la fumée du brasero. C'était étrange comme un lieu pouvait contenir rapidement 2 jours différents à la fois. Daniel a laissé le silence faire son travail. Après un moment, j'ai parlé. Ils vont revenir, ai-je dit. Daniel a hoché la tête légèrement. Oui, a-t-il dit, probablement avec un angle différent. Pression familiale, un appel, une lettre, quelqu'un essayant de paraître raisonnable. Je l'ai regardé. Je ne veux pas me battre pour le sport, ai-je dit. Je veux que ça s'arrête. C'est le bon cadre, a-t-il dit. Arrêter le comportement, pas punir les sentiments. J'ai fixé l'allée où leurs pneus avaient été, le gravier perturbé en petits arcs. Puis j'ai pris ma décision de la même manière que j'avais signé la fiducie proprement. Dépose ce que tu as besoin de déposer, ai-je dit. Je veux des limites formelles. Je veux que ce soit documenté. S'ils essaient encore, je veux que les conséquences soient automatiques. Daniel n'a pas souri. Il a juste hoché la tête comme un professionnel. Compris, a-t-il dit. Il a sorti son téléphone et a ouvert ses notes. Pas pour envoyer un SMS, pas pour frimer, juste pour consigner les prochaines actions. Je vais rédiger une mise en demeure aujourd'hui, a-t-il dit. Je vais aussi préparer la requête pour des mesures de protection. On peut la garder sous le coude sauf si nécessaire, mais je préfère l'avoir prête. J'ai hoché la tête. Puis il a levé les yeux. Une dernière chose, a-t-il dit. Je dois te demander quelque chose, et ça compte. Vas-y, ai-je dit. Ont-ils certains de tes documents, a-t-il demandé. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, tout ce qu'ils pourraient utiliser pour usurper ton identité. Je n'ai pas aimé à quel point cette question était pratique et c'est pour ça qu'elle comptait. J'ai réfléchi une seconde. Ma mère gardait un dossier, ai-je dit. Des trucs de la vieille école, des copies. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Daniel a hoché la tête. Alors on ajoute une étape de plus, a-t-il dit. Il l'a dit comme une liste de contrôle à nouveau. Verrouillage d'identité, a-t-il dit. Gel du crédit, changement de mot de passe, alerte bancaire. On ferme les portes. Il pourrait essayer ça ensuite. J'ai baissé les yeux sur mes mains, puis je les ai relevés. D'accord, ai-je dit, dis-moi quoi faire en premier. Daniel a déplacé le dossier et a ouvert à une page blanche. D'abord, a-t-il dit, on note chaque compte et identifiant auquel tu peux penser. Ensuite, on change les paramètres de récupération de mail. Ensuite, on gèle le crédit. Après ça, on appelle ta banque et on ajoute des mots de passe verbaux. J'ai écouté et hoché la tête,
absorbant cela comme des instructions pour une réparation. Puis mon téléphone a vibré une fois dans ma poche. Je ne l'ai pas sorti tout de suite. Une deuxième vibration a suivi, puis une troisième rapprochée. Daniel a jeté un coup d'œil vers moi, puis ailleurs, me laissant de l'espace. J'ai sorti le téléphone et regardé l'écran. C'était ma mère. 3 appels manqués. Puis un SMS est apparu en dessous, court et sec. On doit parler. Appelle-moi maintenant. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur la marche du porche à côté de moi. Daniel m'observait tranquillement. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais organisé parce que maintenant je savais ce qui allait suivre et je savais exactement comment j'allais le gérer. Puis je me suis levé, je suis entré dans le chalet et j'ai tendu la main vers le vieux téléphone fixe monté sur le mur de la cuisine. Il n'avait pas sonné depuis des années, mais j'avais le sentiment qu'il était sur le point de le faire. Puis j'ai attendu. Le téléphone fixe a sonné environ 10 minutes plus tard. Ce n'était pas fort, juste une sonnerie aiguë et démodée qui a coupé le silence comme si elle avait attendu une raison d'exister à nouveau. Daniel a levé les yeux de la table du porche où il triait des papiers, et je suis resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine une seconde, laissant le son se répéter. Je ne me suis pas précipité. J'ai décroché le combiné à la deuxième sonnerie. « Allô » ai-je dit. La voix de mon père est venue à travers, tendue et contrôlée, comme s'il essayait de paraître calme pour quelqu'un qui écoutait. « On ne fait pas ça par téléphone » a-t-il dit. « Tu dois descendre en ville maintenant. » J'ai gardé mon ton égal. « Je ne vais nulle part » ai-je dit. Une pause. Puis la voix de ma mère coupant rapidement. « Manon, s'il te plaît » a-t-elle dit, et elle avait l'air de déjà pleurer. Mais je connaissais cette voix. C'était sa voix publique, celle qu'elle utilisait quand elle voulait être vue comme la personne raisonnable. C'est un malentendu. Tu nous as embarrassés. Tu as fait peur à Lucas. Tu avais un gendarme ici comme si on était des criminels. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste dit, vous avez amené un camion de déménagement. Mon père est revenu en ligne. On a amené de l'aide parce que tu ne comprends pas ce qu'il faut pour entretenir un endroit comme ça. Il a dit, on faisait ce qui était le mieux pour la famille. J'ai laissé le mot planer. Famille, ai-je répété doucement. Pas sarcastique, juste factuel. Puis j'ai dit, Daniel est ici. Si vous voulez discuter de quoi que ce soit de juridique, vous pouvez lui parler. Mon père a expiré brusquement. Je ne parle pas à ton avocat, a-t-il claqué. Je parle à ma fille. Je n'ai pas élevé la voix. Tu parles à ta fille, ai-je dit. Et je te dis comment ça fonctionne. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre quelqu'un en arrière-plan, peut-être Rémi, parlant bas. Ma mère a dit quelque chose d'étouffé, comme si elle pressait mon père d'arrêter. Puis le ton de mon père a changé pour quelque chose de plus froid. As-tu une idée de ce à quoi ça ressemble, a-t-il demandé. Tes grands-parents sont partis. Cette propriété aurait dû rester dans la famille. Les gens vont parler. Tu nous as fait passer pour des voleurs. J'ai gardé ma voix plate. Vous êtes arrivés pour prendre des meubles, ai-je dit. C'est ce qui s'est passé. La voix de ma mère est revenue plus douce, suppliante. Chérie, on allait t'aider, a-t-elle dit. On allait gérer ça jusqu'à ce que tu sois plus âgé. Tu as 18 ans. Tu ne connais rien aux impôts ou aux assurances ou comment gérer une propriété. Tu vas la perdre de toute façon si tu ne nous laisses pas intervenir. J'ai écouté. Je n'ai pas interrompu. Le silence est utile quand quelqu'un essaie de construire une histoire. Quand elle a fini, j'ai dit, je vous entends. Puis j'ai ajouté, la fiducie est en place. Cette décision est définitive. Mon père a ri une fois, sèchement. Alors tu nous coupes les vivres. Il a dit, c'est ça que c'est. Non, ai-je dit. Je fixe des règles. Il n'a pas aimé ça. Des règles signifiaient qu'il ne pouvait pas discuter sentiments. C'est ridicule, a-t-il dit. Tu ne peux pas juste te cacher derrière de la paperasse. Nous sommes tes parents. J'ai regardé Daniel à travers la porte ouverte. Il était toujours sur le porche, calme, stylo en main, écrivant les heures et les déclarations. Pas parce qu'il était dramatique,
parce qu'il était précis. Puis j'ai parlé dans le combiné. Papa, ai-je dit, je vais être très clair. Vous n'avez pas la permission de revenir au chalet. Si vous vous présentez à nouveau sans permission, j'appellerai le gendarme. Ma mère a eu un petit hoquet. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle dit comme si elle parlait à une version plus jeune de moi. Je le ferai, ai-je dit. La voix de mon père s'est élevée, ne criant pas, mais tranchante. Tu laisses cet avocat t'empoisonner, a-t-il dit. Tes grands-parents auraient honte. Cette phrase était destinée à me ramener dans le vieux schéma. Culpabilité, obligation, confusion. Ça n'a pas atterri. J'ai gardé mon ton calme. Mes grands-parents m'ont choisi pour une raison, ai-je dit. Et j'honore ce choix. Une autre pause. Puis la voix de Lucas est arrivée. Plus calme, comme si quelqu'un avait pris le téléphone de mes parents sans permission. Manon, a-t-il dit, et il avait l'air effrayé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était illégal. Papa a dit que c'était juste de la paperasse. J'ai fermé les yeux une seconde, pas parce que j'étais submergé, mais parce que je voulais lui répondre soigneusement. Je te crois, ai-je dit. C'est pourquoi tu dois arrêter de signer tout ce que quelqu'un te met sous le nez. Si quelqu'un te demande encore, tu dis non et tu t'en vas. Il a expiré de façon tremblante. Ils sont en colère contre moi, a-t-il dit. Rémi est en colère. Papa est en colère. Maman n'arrête pas de pleurer. Je n'ai pas répondu à cette partie. J'ai fait simple. Lucas, ai-je dit, je n'essaie pas de gâcher ta vie. J'essaie de protéger la mienne. Ces deux choses peuvent être vraies. Il était silencieux. Et puis j'ai entendu mon père en arrière-plan en colère, reprenant le téléphone. Cette conversation est terminée, a dit mon père dans le combiné. Tu peux t'attendre à entendre notre avocat. Je n'ai pas discuté. D'accord, ai-je dit. Envoyez tout à Daniel. Mon père a raccroché. La ligne est devenue morte et le chalet est retombé dans le silence. J'ai posé le combiné doucement, sans le claquer, et je suis sorti sur le porche où Daniel attendait. Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'en avait pas besoin. Il a juste levé les yeux. Ils ont dit qu'ils prendraient un avocat, lui ai-je dit. Daniel a hoché la tête. C'est courant, a-t-il dit. Parfois c'est réel, parfois c'est du bluff. Je me suis assise à la table du porche en face de lui. Le bois semblait rugueux sous le bout de mes doigts. L'air sentait le pain et l'eau froide du lac. De quoi as-tu besoin de moi, ai-je demandé. Daniel a fait glisser un bloc-notes jaune vers moi. Je veux que tu écrives quelque chose, a-t-il dit. Pas des émotions, des faits. Il a tapoté le haut de la page avec son stylo. Date des visites, a-t-il dit. Ce qu'ils ont dit sur la vente, tout SMS sur le partage ou la division des profits, toute mention de paperasse avant aujourd'hui, tout ce que tu as sauvegardé. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à écrire. Pas vite, juste régulièrement. Pendant que j'écrivais, mon téléphone a vibré à nouveau sur la table. Cette fois, ce n'était pas ma mère. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Une icône de messagerie vocale est apparue juste après, puis un deuxième appel manqué. Daniel a regardé l'écran une fois, puis moi. Ne réponds pas aux numéros inconnus aujourd'hui, a-t-il dit doucement. Laisse aller sur la messagerie. J'ai laissé sonner. Quand ça s'est arrêté, un SMS est arrivé du même numéro. Ici Maître Champ. Veuillez m'appeler concernant la situation de la propriété de votre famille. Daniel a tendu la main vers le téléphone, sans me le prendre, se penchant juste assez pour lire. Son expression n'a pas changé, mais sa voix est devenue légèrement plus concentrée. Bien, a-t-il dit. Maintenant nous avons un canal clair. Il a sorti son propre téléphone et a pris une photo du SMS pour ses dossiers. Puis il m'a regardé. C'est le cadre contrôlé, a-t-il dit. On ne débat pas. On définit la réalité. On répond par écrit. J'ai hoché la tête. Comment veux-tu gérer ça, ai-je demandé. Daniel a ouvert son dossier et a sorti un projet de lettre déjà préparé avec mon nom en haut et le nom de la fiducie en dessous. On envoie une réponse formelle, a-t-il dit. On expose la chronologie. On inclut le numéro de dossier du gendarme.
On joint le résumé de la fiducie. On leur demande de cesser tout contact direct avec toi et de tout faire passer par moi. Je l'ai regardé placer les pages sur la table en une pile soignée. Puis il a ajouté presque nonchalamment. Et on demande la préservation des preuves. J'ai levé les yeux. Quelles preuves, ai-je demandé. Daniel a croisé mon regard. L'appareil utilisé pour les tentatives de notarisation, a-t-il dit. Les emails, les comptes en ligne, les brouillons, tout ce qu'ils suppriment après aujourd'hui peut être interprété de la mauvaise manière pour eux. Il a fait une pause, puis a parlé du même ton calme. Ce n'est pas une question de vengeance, a-t-il dit. C'est pour rendre plus difficile pour eux de réécrire ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête une fois. Fais-le, ai-je dit. Daniel a commencé à écrire des notes en haut du brouillon, propre et serré. Dehors, le vent du lac a tourné et le carillon du porche a fait un doux bruit métallique. Le chalet semblait être lui-même à nouveau. Pour la première fois ce jour-là, j'ai senti mes épaules retomber. Pas parce que tout était fini, mais parce que tout était enfin structuré. Et la structure était quelque chose avec lequel je pouvais travailler. Puis l'application email de Daniel a sonné sur son téléphone. Il a baissé les yeux et pour la première fois ce matin-là, ses sourcils se sont légèrement levés. Ils ont fait vite, a-t-il dit. Il a tourné l'écran vers moi. C'était une pièce jointe de Maître Champ, une lettre de mise en demeure, et en bas il y avait une ligne qui a attiré mon attention immédiatement. Elle prétendait que mes grands-parents avaient signé une entente familiale il y a des années, promettant que le chalet serait partagé. Daniel n'a pas réagi émotionnellement. Il m'a juste regardé. Sais-tu quelque chose à ce sujet, a-t-il demandé. J'ai fixé l'écran, puis j'ai secoué la tête une fois. Non, ai-je dit. Mais je sais exactement où ils auraient eu cette idée. Je me suis levé et j'ai marché à l'intérieur du chalet, directement vers le placard du couloir où ma grand-mère gardait de vieux dossiers et enveloppes dans un coffre en métal. Je ne l'avais pas ouvert depuis les funérailles. Je me suis agenouillé sur le sol, j'ai sorti le coffre et j'ai posé ma main sur le loquet. Puis j'ai regardé par-dessus mon épaule vers Daniel. Reste ici, ai-je dit. Je vais te montrer quelque chose. Puis j'ai attendu. Le coffre était plus lourd que dans mes souvenirs. C'était le genre que ma grand-mère avait acheté il y a des décennies. En métal simple, et raflé sur les bords avec une clé simple. Elle l'utilisait pour les choses qu'elle ne voulait pas voir traîner dans la maison, pas parce qu'elle était paranoïaque, mais parce qu'elle était organisée. J'avais la clé sur un anneau dans le tiroir de la cuisine. Ma grand-mère m'avait dit une fois tranquillement où elle la gardait. Mes parents n'ont jamais remarqué. J'ai glissé la clé dans la serrure, je l'ai tournée et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, chacun étiqueté de l'écriture soignée de ma grand-mère. Impôts, assurance, actes, médical, correspondance, et un dossier que je n'avais pas vu avant. Famille. Je n'ai pas réagi. Je l'ai juste sorti et porté à la table du porche où Daniel attendait. Je l'ai posé doucement comme s'il était fragile. Daniel n'y a pas touché tout de suite. Il a regardé l'étiquette, puis moi. Je vais te demander quelque chose, a-t-il dit. Est-ce que quelqu'un a eu accès à ce coffre depuis le décès de tes grands-parents? Non, ai-je dit. Pas que je sache. La clé est restée ici. Il a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-il dit. Faisons ça proprement. Il a mis une paire de gants fins de son dossier, le genre que les avocats gardent pour exactement ce moment. Il a fait glisser le dossier vers lui et l'a ouvert soigneusement. À l'intérieur se trouvait quelque chose empilé dans l'ordre. De vieilles cartes de vœux, une note manuscrite de mon grand-père à propos d'un entrepreneur, 2 copies des testaments de mes grands-parents, des brouillons plus anciens, et puis au milieu, une seule page avec un titre tapé en haut. Daniel s'est penché plus près et l'a lu silencieusement. J'ai regardé ses yeux descendre les lignes. Quand il a fini, il a retourné la page. Il n'y avait rien au dos. Puis il m'a regardé. Ce n'est pas ce qu'ils prétendent, a-t-il dit. J'ai expiré lentement. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Daniel a placé la page devant moi. Le titre disait « Demande familiale et réponse ». Ce n'était pas un contrat. Ce n'était pas une promesse. C'était un mémo, un registre. Mon grand-père l'avait tapé, daté et signé en bas. La première entrée datée d'il y a 2 ans.
Mon père avait demandé par écrit d'ajouter des membres de la famille à l'acte du chalet pour simplifier. En dessous, la réponse de mon grand-père était courte et directe. Non. Puis une autre entrée, mon oncle Rémi demandant de vendre une partie du terrain pendant que le marché est fort. Réponse, non. Puis une troisième entrée, ma mère demandant si le chalet pouvait être utilisé comme propriété de vacances familiales partagée avec un calendrier rotatif. Réponse, non. Chacune avait une date. Chacune avait une ligne que mon grand-père écrivait à la fin. Cohérente à chaque fois. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Pas de colère, de certitude. Daniel a tapoté le bas de la page. Ils essaient de transformer ça en entente familiale, a-t-il dit. Mais c'est le contraire. C'est un refus documenté. Il a levé la lettre de mise en demeure que Maître Champ avait envoyée et a comparé le langage. Ils prétendent que vos grands-parents ont promis une propriété partagée, a-t-il dit. Nous pouvons maintenant prouver que vos grands-parents ont refusé à plusieurs reprises cette demande exacte. J'ai hoché la tête une fois. C'est pour ça qu'ils agissaient avec autant de confiance, ai-je dit. Ils supposaient qu'il y avait quelque chose ici qu'ils pouvaient déformer. L'expression de Daniel est restée calme. Ou ils supposaient que tu ne regarderais pas, a-t-il dit. Il a continué à trier le dossier. Il a trouvé une deuxième page manuscrite au stylo de ma grand-mère. Elle listait deux noms, l'un après l'autre, avec de courtes notes à côté. Marc essaie de culpabiliser. Rémi essaie de presser. Daniel n'a pas fait de commentaire. Il l'a juste photocopié tranquillement avec l'appareil photo de son téléphone, l'enregistrant dans le dossier de l'affaire. Puis il a trouvé quelque chose d'autre. Une petite enveloppe non scellée avec mon nom écrit dessus de l'écriture de ma grand-mère. Daniel ne l'a pas ouverte. Il me l'a tendue. Je l'ai tenue une seconde avant de la déchirer soigneusement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Manon, si quelqu'un te met la pression à propos du chalet ou de nos économies, appelle Daniel Mercier. Ne signe rien. Ne donne pas de clé. N'explique pas, protège le chalet d'abord. Nous te faisons confiance. Il n'y avait pas d'émotion superflue, pas de discours, juste des instructions. Je l'ai fixé un moment et puis je l'ai posé sur la table. Daniel m'observait tranquillement. Cette lettre, a-t-il dit, c'est de l'or. J'ai hoché la tête. C'est aussi eux, ai-je dit. C'est exactement comme ils étaient. Daniel a rassemblé les pages en une pile soignée. Voici ce qui se passe maintenant, a-t-il dit. On répond à Maître Champ aujourd'hui avec des pièces jointes. On leur donne le résumé de la fiducie, le numéro de dossier du gendarme, et ce mémo. On demande aussi qu'ils retirent la lettre de mise en demeure. Et s'ils ne le font pas, ai-je demandé. Le ton de Daniel est resté stable. Alors on dépose, a-t-il dit. Injonction, jugement déclaratoire confirmant la fiducie, frais, et selon ce qu'on peut prouver de ces journaux de notaire, potentiellement un renvoi pour enquête. Je n'ai pas tressailli. D'accord, ai-je dit. Daniel a rédigé la réponse juste là à ma table de Porsche, ordinateur portable ouvert, le vent du lac bougeant les coins du papier. Il a fait court et factuel. Pas d'insulte, pas d'accusation, juste de la structure. Il a inclus une chronologie. 4 février, fiducie exécutée à 19h43. 5 février, tentative d'enlèvement et présentation d'instruments frauduleux. Gendarme présent, numéro de dossier inclus. 5 février, lettre de mise en demeure reçue prétendant une entente familiale contredite par un mémo daté des défunts. Il a joint le mémo et la note de ma grand-mère. Puis il l'a envoyé. Nous n'avons pas attendu longtemps. Maître Champ a répondu en moins de 2 heures. Le téléphone de Daniel a sonné et il a lu tranquillement, puis a tourné l'écran vers moi. Ce n'était pas des excuses. C'était une retraite déguisée en professionnalisme. Champ a écrit que ses clients avaient peut-être été mal informés sur des accords antérieurs et qu'il retirait toute revendication de propriété partagée en attendant un examen plus approfondi. Il demandait du temps. Il demandait une pause. Daniel a répondu avec une phrase. Il n'y aura aucun contact direct avec Mademoiselle Hérault. Toute communication passe par le conseil. Tout retour sur la propriété sans permission écrite sera traité comme une violation de domicile. Cette partie comptait plus pour moi que la formulation juridique.
Parce que ça voulait dire que l'étape suivante était prévisible. Prévisible et gérable. Pourtant, Daniel n'a pas traité ça comme fini. Il a ouvert un deuxième document et l'a fait glisser sur la table. Ceci est la liste de contrôle du gel de crédit, a-t-il dit. On le fait maintenant, pas parce que je pense qu'ils voleront ton identité, mais parce qu'ils ont déjà montré qu'ils essaieront des raccourcis. Nous avons passé l'après-midi à travailler dessus. J'ai appelé ma banque et ajouté une phrase de passe verbale. J'ai mis à jour les paramètres de récupération de mails. J'ai changé les mots de passe pour tout ce qui pouvait toucher au registre de propriété, aux services publics, aux assurances. Daniel a déposé une notification auprès du bureau des hypothèques demandant une vérification accrue pour tout futur dépôt lié à la parcelle. Pas une garantie, mais un signal d'alarme. Puis il a placé une dernière chose sur la table. Un simple modèle de notification d'interdiction d'accès déjà rempli avec les noms, la description de la propriété et le numéro de dossier. Tu n'as pas à l'utiliser, a-t-il dit. Mais s'ils reviennent, tu le leur remets et tu appelles le gendarme. Pas de conversation. J'ai hoché la tête. Tard ce soir-là, après que Daniel soit redescendu de la montagne, j'ai parcouru le chalet avec un petit carnet et j'ai fait une liste comme mon grand-père l'aurait fait. Serrure de la porte d'entrée, remplacée. Serrure de la porte arrière, remplacée. Loquet de fenêtre, vérifié. Chaîne du portail, renforcée. Caméras extérieures, installées. Je suis allé à la quincaillerie le lendemain matin en ville et j'ai acheté ce dont j'avais besoin. Pas le plus luxueux, juste fiable. À l'heure du déjeuner, les serrures étaient changées. En fin d'après-midi, 2 petites caméras étaient montées, une face à l'allée, une face au porche. Rien d'invasif, juste assez pour lever le doute plus tard. Le chalet semblait stable à nouveau, pas parce qu'il était calme, mais parce qu'il était défendu par un processus. Une semaine a passé sans contact. Puis 2. Ma mère n'a pas appelé. Mon père n'a pas envoyé de SMS. Rémi n'a rien envoyé par son avocat. Le silence n'était pas paisible au début. C'était inconnu, comme une pièce après qu'une machine bruyante s'éteigne, et vous réalisez à quel point votre corps était tendu. La 3e semaine, Daniel m'a envoyé par email une dernière mise à jour. Maître Champ a confirmé par écrit qu'il retirait toutes les réclamations. Pas d'autres dépôts, pas de litige. Daniel a également confirmé que le rapport de titre du comté était revenu vierge. Pas de privilèges, pas d'ombre, pas d'instrument surprise. J'ai lu l'email 2 fois, puis je l'ai imprimé et classé dans le coffre sous correspondance, juste là où ma grand-mère l'aurait mis. Cette nuit-là, je me suis assise à la table du porche avec une tasse de thé et j'ai écouté le lac bouger dans le noir. Je ne sentais pas la victoire. Je sentais l'ordre. Je sentais l'absence de pression, ce qui est son propre genre de soulagement. Et j'ai réalisé autre chose. La fiducie ne protégeait pas seulement la propriété. Elle protégeait mon temps, mon attention, ma capacité à respirer sans attendre que quelqu'un exige un morceau de ce qui ne lui appartenait pas. Quand le vent a tourné, le carillon du porche a sonné doucement à nouveau. J'ai mis mon téléphone face contre terre et j'ai laissé le calme rester calme. Puis j'ai attendu. Le premier vrai signe que la vie s'était installée est arrivé un mardi ordinaire. Je me suis réveillé tôt, pas parce que je le devais, mais parce que le chalet était calme d'une manière qui rendait le sommeil optionnel. L'air à l'intérieur était frais et propre, le genre de fraîcheur qui vient des murs en bois retenant la nuit. J'ai fait du café, ouvert les rideaux et regardé le lac s'éclairer lentement alors que le soleil passait au-dessus des arbres. Pas de notification, pas d'appel manqué, pas de nouvelles lettres d'avocat, juste la journée. J'ai pris ma tasse dehors et me suis assise sur les marches du porche, les planches encore un peu humides de la rosée du matin. L'une des nouvelles caméras clignotait d'une petite lumière, régulière et ennuyeuse, ce qui était exactement ce que je voulais. Après le café, j'ai fait quelques corvées simples comme mes grands-parents les faisaient toujours. J'ai essuyé les comptoirs. J'ai balayé l'entrée. J'ai vérifié les serrures sans trop réfléchir au pourquoi. J'ai ouvert le placard et réorganisé les outils pour ne pas avoir à chercher plus tard. Puis je suis descendu vers le petit potager que ma grand-mère gardait derrière le chalet. La terre était sombre grâce à des années de compostage. Le bord de la parcelle était bordé de pierres que mon grand-père avait placées à la main. Je me suis agenouillé et j'ai arraché quelques mauvaises herbes, lentement et régulièrement. L'odeur de la terre était ancrante.
Mes mains sont devenues poussiéreuses. Ça ne me dérangeait pas. J'ai planté 2 rangées d'herbes là où ma grand-mère avait l'habitude d'en faire pousser. Rien de compliqué. Basilic, romarin, un peu de thym. Quand j'ai fini, je me suis rincé les mains au robinet extérieur et je suis resté là 1 minute à écouter. Il n'y avait pas de camion dans l'allée, pas de moteur, pas de voix, juste le vent et les oiseaux et un faible craquement de bois alors que le porche chauffait au soleil. Plus tard cet après-midi-là, j'ai ouvert le coffre à nouveau et ajouté un dossier de plus, limite. À l'intérieur, j'ai placé l'email imprimé de Maître Champ confirmant le retrait, le rapport final de titre propre de Daniel, la carte de dossier du gendarme et une copie du résumé de la fiducie. J'ai étiqueté l'onglet dans le style d'écriture de ma grand-mère, lent et soigné. Ce n'était pas par peur. C'était par clarté. Ce soir-là, j'ai cuisiné quelque chose de simple, de la façon dont ma grand-mère l'aurait approuvé. Une marmite de ragoût avec des légumes et assez de sel pour avoir le goût du réconfort sans trop en faire. J'ai mangé à la vieille table en chaîne seule, pas solitaire, juste présente. Après le dîner, j'ai lavé la vaisselle, je l'ai séchée et je l'ai rangée immédiatement. Je ne l'ai pas laissée pour plus tard. J'ai remarqué à quel point mon corps se sentait différent quand je n'avais pas à me préparer au prochain appel. J'ai réalisé que la majeure partie de mon enfance n'était pas définie par de grands événements. Elle était définie par l'attente constante que je m'ajuste, m'accommode, rétrécisse ou explique. Ici, je n'avais pas à le faire. Je pouvais prendre des décisions et aller jusqu'au bout. Je pouvais être silencieuse sans être punie pour cela. Au cours des semaines suivantes, je suis tombé dans un rythme. Matin café, une courte promenade le long de la lisière des arbres, un coup d'œil à la caméra de l'allée, puis je passais à autre chose. Après-midi, petite réparation, organisation, entretien qui rendait le chalet plus fort. Soirée, lecture, thé, le feu s'il faisait froid, sommeil tôt. C'était une vie construite sur des choix calmes, pas d'excitation, pas de vengeance, juste de la stabilité. J'ai entendu de petites mises à jour par le bouche à oreille comme on le fait dans les villes où les gens se connaissent. Mon oncle Rémi a pris du travail contractuel plus au sud pendant un moment. Rien de stable, juste courir après les chèques. Mon père a pris des heures supplémentaires. Ma mère a arrêté de poster des photos de famille en ligne. Lucas a fini l'année scolaire plus calme qu'avant, jouant toujours au football, mais sans la confiance bruyante qu'il avait l'habitude d'avoir. Personne n'a tendu la main pour s'excuser. Personne n'a demandé à reconstruire quoi que ce soit. Au début, ça piquait d'une manière lointaine. Puis ça a cessé de compter parce que ce que je voulais n'était pas des excuses qui se dissoudraient au moment où elles deviendraient gênantes. Ce que je voulais, c'était un comportement prévisible. Et je l'ai eu. Un après-midi au début du printemps, je suis allé en ville pour acheter des bardeaux pour une petite réparation de toit. La vendeuse de la quincaillerie, une femme plus âgée au visage aimable, m'a encaissé et a jeté un coup d'œil à l'adresse sur mon compte. « Vous êtes celle là-haut sur la route des zéros ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Elle a hésité, puis a parlé prudemment. « Je n'essaie pas de me mêler de vos affaires » a-t-elle dit. « Mais vous avez fait la bonne chose en vous protégeant. » N'ai pas demandé comment elle savait. Dans des endroits comme celui-ci, les gens savent. J'ai juste dit « merci ». Quand je suis rentré au chalet, j'ai porté les fournitures à la remise et j'ai trouvé une note pliée coincée entre les publicités et la boîte aux lettres. Ce n'était pas de mes parents. C'était d'un voisin que je connaissais à peine, un homme qui vivait 2 routes plus loin. Il écrivait en lettres majuscules comme s'il ne voulait pas que son écriture soit mal comprise. Il disait qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé et il demandait si je connaissais un bon avocat. Il ne disait pas grand-chose d'autre, mais la signification était claire. Quelqu'un d'autre faisait face à la pression familiale, aussi. Je suis resté à la boîte aux lettres un moment et j'ai regardé en bas de la route, silencieuse, laissant cela pénétrer. Ça m'a rappelé que cette situation n'est pas rare. Elle reste juste cachée parce que les gens ont honte d'admettre qu'ils ont besoin de limites avec leur propre famille. J'ai rentré la note à l'intérieur, l'ai placée sur la table du porche et j'ai fait un petit plan dans ma tête. Je lui donnerai le numéro de bureau de Daniel, et je garderai ça simple. Pas de conseil au-delà de ça, juste une direction. Parce que parfois l'aide n'est pas un discours. C'est un nom de contact, un processus, une prochaine étape. Cette nuit-là, je me suis assise sur le porche avec du thé à nouveau,
regardant la dernière lumière s'estomper sur le lac. Le chalet ne ressemblait pas à un prix. Il ressemblait à une responsabilité que je pouvais réellement porter. Et il ressemblait au premier endroit de ma vie où les règles avaient du sens.